Tout comme moi, il ne sera jamais de là où il est et j'ignore s'il le sait. J'ai un enfant à la peau noire et à la langue blanche. J'ai un enfant aux imaginaires métissés. Il ne parle pas la langue de ses parents. Il ne sait pas bien prononcer son propre nom de famille. Il se fait parfois corriger par les passants dans des villes étrangères. Là-bas, presque nulle part, au coin d'une rue inconnue. Il est reconnu de fait dans cette identité signée de son sang. Son corps l'a trahi. Il est vu, il est reconnu. On le hait joyeusement dans sa langue maternelle, une langue qu'il n'a jamais parlé et dont il ne connaît que la musicalité. Il se retourne, il regarde, il ne voit qu'un visage inconnu, un parmi les autres, indistinguable à ses yeux. Un visage inconnu qui pourtant l'a bien reconnu. Un visage humain dans lequel il ne sait pas encore se reconnaître totalement. La plupart des garçons dans les foyers afrodescendants sont élevés comme des garçons chouchous par leur mère. Ici, L'éducation des parents africains est sexiste. On connaît tous un garçon noir qui a mal tourné. Qu'est-ce que vous avez avec nos fils? c'est dit. L'éducation, c'est quelque chose sur laquelle, en tant que parents, qui nous concerne énormément. Mais là-dessus, je voudrais pointer deux choses. De quelle éducation on parle? Nous, les parents d'aujourd'hui, nous avons reçu une éducation de type colonial. On a été dans des écoles qui nous venaient de la colonisation et qui nous ont transmis déjà des valeurs qui étaient des valeurs coloniales. Et c'est ça on a hérité et on transmet ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les enfants qu'on éduque ici, ce sont des enfants de la Belgique qui sont à l'école depuis la maternelle et qui reçoivent un autre type d'éducation et elles restent longtemps à l'école, elles sont socialisées ici. La Belgique a sa propre éducation et nous avons nos valeurs, comme disait maman Béatrice, on se rattache, on se crapote sur notre culture, ce qu'on appelle la culture, alors qu'elle-même, elle a été dévoyée par la colonisation, puisque ce que moi j'ai reçu, même si je suis presque à 60 ans, ce que j'ai reçu, je sais que c'est l'éducation de mes parents, qui était aussi une éducation dévoyée coloniale. Du coup, on est au croisement de quelque chose qui nous dépasse en tant que parents, puisqu'on élève les enfants dans un lieu, dans un milieu, dans une culture qu'on ne maîtrise pas. Et on ne sait pas quoi transmettre. J'ai amené un petit poème que j'ai écrit, si vous voulez que je vous le lise. Ok, comme ça clôturera en tout cas, puisque ça contient tout ce que je voulais dire. Le titre c'est « Mon fils est immigrant dans un pays que je ne connais pas ». J'ai un fils d'ici, il est né ici, il grandit ici, mais aujourd'hui, c'est l'ailleurs qui l'appelle, c'est ailleurs qu'il ne connaît pas. Tout comme moi, il ne sera jamais de là où il est et j'ignore s'il le sait. J'ai un enfant à la peau noire et à la langue blanche. J'ai un enfant aux imaginaires métissés. Il ne parle pas la langue de ses parents, il ne sait pas bien prononcer son propre nom de famille. Il se fait parfois corriger par les passants dans des villes étrangères. Là-bas, presque nulle part, au coin d'une rue inconnue. Il est reconnu de fait dans cette identité signée de son sang. Son corps l'a trahi. Il est vu, il est reconnu. On le hait joyeusement dans sa langue maternelle, une langue qu'il n'a jamais parlé et dont il ne connaît que la musicalité. Il se retourne, il regarde, il ne voit qu'un visage inconnu, un parmi les autres, indistinguable à ses yeux. Un visage inconnu qui pourtant l'a bien reconnu. Un visage humain dans lequel il ne sait pas encore se reconnaître totalement. C'est un être humain qui le rappelle à ses origines, à son identité compatriote, une identité sienne, lui est alors redonnée pour un instant. Une identité dont il ne connaît pas les contours. Il dit « Oui, je suis rwandais », répondit-il candide, sans trop savoir ce qu'il dit. Sans trop savoir non plus comment l'autre a fait pour le savoir. J'ai un fils apatride. J'ai peur parfois qu'il ne soit de nulle part. J'aime souvent l'idée qu'il soit de partout. J'enrage parfois qu'il n'appartienne à rien. J'ai un fils sans attache. Je pleure parfois de le savoir si loin des miens, des nôtres. J'aime beaucoup l'idée qu'il se rapproche de lui et de tous. Je crains parfois qu'il souffre de déracinement. Je trouve souvent qu'il a ses racines bien plantées au centre de la Belgique. Mais dis-moi, maman, comment on vit quand on est de nulle part? À quoi on appartient quand on est de partout? Avec qui cheminer sur cette terre? Dans quelle langue rencontrer mes liens de sang? À quel signe je reconnaîtrai mes liens d'âme? Et moi, je suis une mère ignorante, une mère dépassée, une mère désuète. Je peux jamais prétendre élever mon fils
dans son monde qui m'est inconnu. Moi, je suis de la tradition orale, il est de l'ère numérique. Dans quelle langue on va se rencontrer? Dans quel territoire on va se parler? J'ai un fils qui ne sait pas d'où je viens, ni qui je suis. J'ai un fils qui ne connaît ni mon parcours, ni mes ancêtres. J'ai un fils qui ignore tout de mon monde. J'ai un fils dont j'ignore le monde. Entre nous, il y a des époques et des territoires infinis. Entre nous, il y a des cultures et des civilisations entières. Mon fils, il n'est pas comme moi, il est différent. Il n'est pas apatride, il réside dans le cyberespace. Il a une patrie virtuelle. Son pays, c'est Instagram, TikTok. Il navigue sans passer par les douanes et il n'a pas de visa pour y entrer. Il ne se fait pas happer par la police. Il ne subit pas le délit de faciès. Et il n'a pas besoin de permis de séjour pour y inviter ses amis. Mais moi, je suis d'une autre époque qui subit le faciès. Et je ne nous ai pas vu changer de civilisation. Je suis encore fille du soleil, ancrée dans la réalité de mon passé. Même si j'habite ici, je ne connais pas tout d'ici. Je ne sais pas comment on vit ici. Je ne sais pas du tout discerner mon rôle de mère dans ce type de monde qui m'est inconnu. Et je ne sais même pas comment on élève des fils dans son monde. Pour faire simple, je dois dire que je ne sais plus comment être une mère. Quand vous rencontrez mon fils, dites-lui pardon parce que je ne sais pas comment être mère pour lui. Donc alors les deux derniers thèmes sont étroitement liés, comme vous avez vu, c'est les standards de beauté et le féminisme. Le port de la perruque chez les femmes noires témoigne d'un complexe lié à leurs cheveux. Ah, mais non. La beauté. Louis XIV, il avait des La plupart des mamans afrodescendantes ne se reconnaissent pas dans les luttes féministes autour des canons de beauté. Le vécu social des femmes noires est plus difficile que celui des hommes noirs dans la société belge. Oh, j'ai pitié des mecs. Moi, les différents, les deux aussi. Le vécu des femmes noires est plus difficile que celui des hommes noirs dans la société belge. Non, mais non. Les hommes souffrent. Ils ne savent pas où se mettre. Donc, peut-être que je vais aller dans le panel jeune. Moi, j'ai envie d'entendre un peu Biti. Je reviens sur le village, qui est super important, qu'on apprécie tous. Il faut se demander, est-ce que le village est safe? Et donc, c'est que moi, je remarque maintenant, c'est que tout le monde qu'on appelle tata, tantine et tout comme ça, mais c'est aussi la responsabilité de nos parents de nous dire qui est vrai, qui est la tantine qu'il faut écouter, parce que c'est pas tous les tantines qu'il faut faire confiance, c'est pas tous les tantines qu'il faut se confier. Il faut nous dire c'est qui. Moi, je connais dans les amis de ma mère, quand c'est tantine Sandra qui parle, je sais que ça c'est ma maman qui parle directement, donc c'est un non. Mais quand c'est l'autre tantine, c'est encore quelque chose que je peux me dire, voilà. Mais ça, ce sont des choses que ma mère m'a dit. Elle m'a dit c'est vrai. Le village, je suis totalement d'accord, je soutiens ça, que chaque maman est ma maman, chaque tantine c'est aussi ma tantine, tout le monde est coco, tout le monde est ça, mais je dois aussi vraiment savoir les backgrounds et savoir aussi jusqu'à quel point je peux aller me confier. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve que nos parents des fois ils ont trop raté, parce qu'ils nous ont jetés dans le village sans pour autant savoir les dangers, et nous on se retrouvait dans les mains de gens qu'on pensait des tantines et qui nous ont ramener beaucoup de complexes et beaucoup de problèmes. Donc il faut bien nous dire qui est le tonton, qui est la tantine, pour qu'on puisse vraiment être en sécurité. Nous, nos standards de beauté sont clairement marqués par les critères européens, mais il faut savoir aussi que nos parents aussi, parce que le défrisage, il n'est pas venu comme ça. Le truc qui diffère, c'est que nous, on a vraiment été amis avec des personnes blanches. Moi, toutes mes meilleures amies d'enfance sont italiennes, espagnoles, c'est-à-dire qu'elles ont les cheveux jusqu'aux fesses. Moi, je vais faire des rastas jusqu'aux fesses. Et donc, c'était un élément où moi, je me disais, mais pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et donc, il y a une question super intéressante que tu as dit, c'est est-ce que nos mamans comprennent ce regard, en fait, en tant que nous, jeunes filles noires de la diaspora? Moi, j'ai l'impression que non, parce que moi, quand j'explique certaines choses à ma maman, elle me dit que c'est un faux combat, quoi, par exemple. Elle me dit oui, mais voilà, et puis surtout la perception de la beauté. Moi, au sein de ma famille, on me dit, ah oui, que je suis super belle, ok, d'accord. Comme l'a dit Glody juste à côté de moi, on a toutes subi ces listes de qui sont les plus belles au sein de notre classe. Je n'ai jamais été sur cette liste-là, jamais, je n'existais pas du tout. Alors, ce regard au niveau de la beauté intergénérationnelle est très intéressant parce qu'elle est tellement diluée et tellement, en fait, de part et d'autre, tellement avec des points différents que des fois, j'ai l'impression que quand je parle de ça, ma maman me regarde en mode, en fait, tu me parles en mandarin, je ne comprends pas du tout. Donc voilà.
Merci beaucoup. Moi, ce que je veux dire, c'est vraiment très très personnel. Je trouve qu'en Occident, on se focalise beaucoup sur la performance, j'ai envie de dire sur les mouvements, plutôt que sur la construction d'individus. C'est-à-dire qu'au final, on peut prendre des titres comme humaniste, féministe, mais ce sera, j'appartiens à ce mouvement-là, mais est-ce que je reflète, est-ce qu'il y a une transmission dans ma construction de mon identité qui est vraiment reflétée par les mouvements que je dis porter? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai extrêmement du mal, moi personnellement, à me définir par rapport à mes combats. C'est-à-dire que j'ai du mal à utiliser mon « je suis » pour dire « je suis parce que je combats »,« je suis parce que je suis combattu ». C'est là où je pose une distance avec le fait de porter cette identité qui est liée à quelque chose de négatif. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va dans la construction, dans quelque chose qui va être positif et quelque chose qui pourra durer sur le temps. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de lutte, je ne suis plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, c'est un regard vraiment très très personnel sur la question. Dans cette idée de transmission culturelle, de reconstruction de cette féminité, d'avoir des points de référence qui nous rattachent justement à nos cultures. Et quand j'entends le mot féminisme, je n'entends pas ma culture. Je n'entends pas mes points de référence. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Nzola comme philoculture de Ngoma Binda, qui parle un peu de comment certaines sociétés Yombe, donc Congo Yombe, ont réussi à construire des sociétés de solidarité et de sororité féminine. Ça me parle. Et je me dis, j'ai envie de pouvoir reconstruire à partir de cet imaginaire-là, à partir de cette inventivité, plutôt qu'être dans je suis dans la lutte, vraiment quelque chose de positif, de concret et de pragmatique. Mais ça, c'est vraiment ma vision des choses et j'entends et je partage. Je peux partager des valeurs féministes, je peux partager même des luttes féministes, mais c'est pas comme ça que je me définis et c'est pas comme ça que je me construis personnellement. Et je pense que justement pour réhabiliter ou pour redonner vie à cette puissance féminine africaine, on doit switcher nos points de référence. On doit revoir nos points de référence parce que cette puissance féminine, elle a existé et elle existe en Afrique. Et il y a des points de référence sur lesquels on peut s'appuyer pour justement nous construire. Pas au travers de la lutte, mais au travers de cette puissance qui existe. Voilà. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui relève de l'éducation financière, de l'intelligence financière. Ce n'est certainement pas l'apanage de nos sociétés africaines parce que je pense que c'est un vrai tabou dans l'ensemble de la société et que ça devrait être beaucoup plus rétabli. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de donner un maximum d'éducation financière à mon enfant, de pouvoir aussi essayer de l'aider à ne pas avoir cette culpabilité par rapport à ce qu'elle ne pourra pas faire peut-être à un moment donné, qu'elle puisse aider la famille, c'est une chose, mais si elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'en a pas les moyens à ce moment-là ou qu'elle a des priorités, bref, je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire preuve de solidarité, mais de le faire de façon raisonnée et de le faire dans la mesure des possibilités qu'il y a. Et de travailler là-dessus plutôt que de se retrouver dans des grandes difficultés pour tout le monde. Pour ce qui concerne le regard sur la beauté et les standards de beauté, et l'expérience personnelle que je peux partager, c'est d'avoir en tout cas décidé de retourner plus régulièrement sur le continent africain, puisque je suis arrivée en Belgique à l'âge de 2 ans et je n'étais pas retournée ni au Congo, je suis congolaise par ma mère, rwandaise par mon père, et j'avais pas eu l'occasion de retourner beaucoup dans mes pays d'origine, mais plus globalement, je voulais avoir une meilleure connaissance de l'ensemble du continent, puisque de mon point de vue d'enfant grandi en Occident, j'avais tendance un petit peu à faire comme la plupart des gens ici, à considérer l'Afrique presque comme un seul et même pays et pas un continent, enfin vous connaissez. Et donc ça me semblait important de connaître beaucoup mieux le continent, en tout cas d'essayer d'y retourner. Et dès que je mets le pied sur le sol africain, dès que je suis dans un pays, que ce soit le Togo, le Ghana, la Tanzanie, ce que je constate, c'est que je trouve toutes les femmes magnifiques. Si je trouve toutes les femmes magnifiques et qu'elles sont quelque part une forme de miroir, c'est que je le suis aussi. Et donc à un moment donné, c'est vraiment pour moi tout un travail à faire sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, restaurer tout cela parce que ça me semble vraiment le b.a.-ba et finir de sortir de la validation extérieure. Nous ne devons plus avoir besoin que quelqu'un d'autre nous dise que nous sommes bien. D'abord parce qu'il n'y a pas que la beauté extérieure, on le sait, on rayonne énormément quand à l'intérieur on est aligné comme on dit entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait, mais en dehors de ça, vraiment retourner à nos sources. Et parfois, ce que je dis à des amis qui sont noirs comme moi et qui se sentent pas toujours à l'aise, on vous dira peut-être pas que vous êtes belle, mais vous allez bien, vous voyez quand même bien que quand on va à
certains endroits, dans certains lieux, il y a quand même des hommes qui viennent et qui s'approchent et qui essaient quand même. Donc quelque part, il y a les standards de beauté qui sont soi-disant vendus tels quels, et puis après, il y a la réalité et la façon dont les gens se comportent. Et enfin, pour ce qui relève des combats féministes, je trouve logique qu'on ne soit pas en phase avec le féminisme tel qu'il est prôné ici, et c'est pour ça que je m'intéresse énormément à l'afroféminisme, et c'est pour ça que je trouve important de lire des livres comme ceux de Bell Hooks, du style La volonté de changer, etc., parce que là on comprend à quel point nos vécus de femmes noires nécessitent une approche spécifique et différente. Merci. Il y avait une question que tu avais posée tout à l'heure concernant l'éducation sexiste donc à la maison. Effectivement, comme maman Cécile l'a dit, on a ces valeurs culturelles qui sont patriarcales, issues de la colonialité, qui sont aussi empreintes dans cette réalité de façon dont on faisait les choses quand on était en Afrique, dans nos pays d'origine, etc. Mais c'est tellement imprégné que des choses se mélangent et ne sont pas forcément transposables et se dégradent. Du coup, pour le sexisme, peut-être que le patriarcal le met actuellement, c'est que nos fils, nos garçons sont éduqués de manière à ce que vraiment on puisse cultiver la culture de la médiocrité et de l'apathie émotionnelle. Honnêtement, je dis les choses, l'apathie émotionnelle. C'est-à-dire que des phrases comme « les garçons noirs ne peuvent pas pleurer », c'est de la faiblesse. Des phrases comme « oh, toi tu dois prendre le rôle de papa » ou je sais pas comment. Ça c'est des choses, enfin, il y a des choses vraiment qui sont mises sur le dos des garçons et des filles qui favorisent chez la fille vraiment une hyper dépendance et chez les garçons une médiocrité, une incompétence incroyable. Honnêtement, en termes d'humain, de valeurs humaines, on ne peut pas dire qu'on éduque nos enfants, nos garçons à être des bons humains en tant que culture. Genre, le féminisme pour moi c'est vraiment quelque chose qui, au-delà d'une lutte, je prends toujours ça comme une sorte de création parce qu'on a vraiment un système qui est en place qui fait en sorte qu'on soit de moins en moins nous possible, qu'on soit le plus écarté de nos valeurs de solidarité, de nos besoins primaires, c'est-à-dire d'avoir un lien avec les gens autour de soi, de créer quelque chose de commun, d'avoir de l'aide autour de nous par rapport à ça. Je me dis que pour moi le féminisme c'est vraiment quelque chose qui permet de revenir au centre de la personne, qu'on n'est pas les injonctions sociétales, on n'est pas des normes, des rôles qu'on doit remplir, mais on est des êtres humains qui doivent avoir une partie d'émotions qu'ils peuvent exprimer, qui peuvent avoir une façon de s'habiller ou de s'exprimer qui leur est propre. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont cette façon-là de s'exprimer ou de s'habiller ou de n'importe quoi qu'ils ne sont pas des hommes capables. J'ai tendance plutôt à me dire que je suis féministe intersectionnelle parce que pour moi, le combat contre le capitalisme, l'impérialisme, les racismes, tous les ismes rentrent dedans. Et c'est pour ça que je prends vraiment non pas comme une lutte, mais vraiment une construction. On construit quelque chose d'alternative à la réalité annihilatrice dans laquelle on vit en ce moment. Les réalités de l'impérialisme nous poussent à l'individualisme, qui détruit nos communautés, qui détruit nos espaces safe d'expression. Tout ça, ça rentre dedans pour moi. Et c'est vraiment genre une position de création que je me décris moi en tant que féministe. Bravo. Moi je voudrais s'il vous plaît qu'on applaudisse mais vraiment chaleureusement parce qu'on a entendu des pépites, des trucs très intéressants, mais en tout cas ça m'a beaucoup réparé. On applaudit nos potes pour nos panélistes s'il vous plaît. On applaudit Marie-Fidèle. Oui. Merci beaucoup. Alors, un des éléments qui m'a un peu frustrée, c'est que du coup dans la table ronde, j'ai pas pu faire parler tout le monde. Alors j'aimerais quand même que quelques personnes dans le public puissent un peu peut-être donner leur avis par rapport à ce qu'ils ont vu, vraiment faire court et efficace, vraiment ça va être le dicton de la journée. Je pense que le concept qui va me permettre de conclure en 2-3 mots, je vais essayer en tout cas, c'est celui du village. Et j'ai compris que ce village, en fait, on doit le réinventer parce qu'on a essayé de prendre un concept dans un certain contexte, de l'amener ici, de le déposer tel quel, et on n'a pas pris le temps d'ajuster, de réadapter ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est Célène qui posait la question, mais à quelle tantine est-ce qu'on peut faire confiance? Quel est le rôle des tantines? Effectivement, tata, tout le monde peut avoir l'appellation tata, il faut voir ce qu'on met là derrière. On a parlé par exemple des tabous sexuels, il se fait que c'était les tantes maternelles ou les grands-mères qui transmettaient tout ce qu'il y avait à savoir au niveau de la sexualité. Maintenant, quand on appelle une personne tata, est-ce que quand moi un enfant m'appelle tata, je prends ce rôle au sérieux et je joue vraiment le rôle de tata? Dans certaines cultures, notamment la mienne, je suis rwandaise, la tante paternelle a un rôle spécifique. On voit ça aussi au Sénégal avec les Badjens. C'est elle qui transmet à ses neveux et nièces la tradition, l'histoire de la famille. C'est elle qui est le pendant masculin du papa, donc par exemple pour les questions relatives à l'éducation
où l'homme n'intervenait pas, c'est la tante paternelle plutôt qui intervenait. Est-ce que quand un enfant me considère comme sa Nilasende commandé en Kinyarwanda ou Sabadjen, est-ce que je joue ce rôle comme il le faut, ou je prends juste le titre? Et là, je me dis que voilà, on doit se repositionner en tant qu'adulte, et il y a du travail à faire, il y a une remise en question. Et par rapport aux enfants, il y a une des jeunes, je ne sais pas c'est qui a demandé, mais pourquoi nos mamans ne nous disent pas à quelle tantine on doit avoir confiance, à qui on ne doit pas avoir confiance. Malheureusement, je pense que vous êtes une génération qui est vraiment à l'intersection, il y a une rupture de tous les côtés. Nous, on le savait d'instinct. J'ai essayé de me demander comment est-ce que ma mère me l'avait appris. En fait, elle ne me l'a pas appris, j'ai observé, j'ai vu. C'est-à-dire qu'en fonction d'une tata qui va arriver, où on va juste lui servir un verre, elle va partir, où on va juste l'accueillir sur la véranda ou juste au salon, on sait quel est le degré d'intimité, on sait qu'on peut lui faire confiance ou pas. Celle avec qui elle va s'enfermer pendant des heures dans la chambre, je sais que c'est là, quoi qu'il arrive, je peux lui faire confiance, les yeux fermés. On n'avait pas besoin de nous dire, voilà. Et je pense que c'est aussi, j'allais dire, un des défauts de la génération actuelle. Vous voulez qu'on mette les mots sur tout, qu'on vous explique tout, alors qu'il y a des choses qui doivent se sentir, qui doivent s'observer, qui doivent se vivre. Il y a certaines choses que mes enfants me demandent, mais quand est-ce que ta tête a appris ça? Puis je me dis, attends, mais au fait, finalement, c'est vrai, elle ne l'a pas appris. Et ça revient à, et là je pense que c'est Kilafiki qui a mis le doigt dessus en disant, je ne me définis pas comme une féministe parce qu'en Afrique, en fait, ce sont les actions qui te définissent, ce n'est pas le titre que tu te prends. Et ici, on est dans une société où on veut qu'on porte des étiquettes, qu'on soit dans des cases. Or, non seulement on n'a pas cette habitude parce que, comme disait Ole Sonika, la tigritude ne se prononce pas, elle se vit. Plus prosaïquement, au Cameroun, on dit une tomate n'a pas besoin de te dire qu'elle est mûre, tu la vois, tu sais qu'elle est mûre, qu'elle est tomate et qu'elle est mûre. Donc voilà. Et c'est un problème que j'ai rencontré aussi souvent parce qu'on me disait, ah, tiens, mais tu es féministe toi, mais tu n'as jamais revendiqué l'étiquette. Je dis, mais j'ai pas besoin de cette étiquette pour vivre le féminisme. Par rapport à la question que Marie Fidèle posait justement en disant pourquoi est-ce que les filles surtout, hein, remarque que ça va être les filles à qui on n'autorisait pas d'aller à l'extérieur. J'ai posé la question à ma mère il y a quelques années d'ici de là et j'avais pas fait attention, donc là tu me ramènes à ça. Et c'était une des raisons qui a expliqué par exemple pourquoi les filles ont eu accès assez tardivement à l'école coloniale, parce qu'elle faisait l'école primaire puis elle s'arrêtait. Mais je dis, mais pourquoi il a fallu du temps pour que tu ailles à l'école secondaire, etc. Donc elle m'a dit, parce que l'école secondaire, quand elle n'était pas proche de chez toi, impliquait que tu ailles dormir ailleurs. Or, une jeune fille ne dormait pas à l'extérieur. Donc il a fallu une adaptation, et donc c'était pour ces raisons-là, pour les protéger, etc. Mais comme on dit, on les protégeait, et c'est des années après quand on en a parlé. Hein. Et j'ai vraiment regretté que maman Clémentine Faye-Nzouji ne soit pas là aujourd'hui, et j'espère qu'on l'aura pour une autre fois, qui explique beaucoup comment l'école traditionnelle, l'école africaine en fait, allait par palier. Et maintenant, quand on parle maintenant des pédagogies dans le monde occidental, par exemple, un cours de 3e primaire n'est pas le cours que celui qu'on donne aux enfants de maternelle. Et non, on ne le comprend pas parce qu'on est passé dans un autre monde de transmission. Il y a des choses qui ne se disent pas à 3 ans. Par exemple, à 10 ans, 12 ans, on va te dire, ok, tu ne peux pas dormir à l'extérieur et tu ne vas pas comprendre. Peut-être qu'à 18 ans, on va t'expliquer, tu comprendras que voilà, c'était pour telle ou telle raison. C'est pour ça, par exemple, que l'éducation des enfants, à un certain moment, elle est différenciée. Pourquoi? Pour empêcher cette proximité. Et on le comprend après. Parce que vous passez un moment où gamin, fille, garçon, vous jouez ensemble, ou ballon, ou je ne sais pas quoi, etc. Et puis à un moment, on commence à vous dire, tiens, les filles de ce côté, les garçons de ce côté. C'était pour éviter justement cette proximité et qui allait amener plus tard au moment où la fille serait en mesure d'être réceptive ou le garçon. Parce que je crois qu'il y avait aussi une question d'éducation. Parce qu'on a parlé de la sexualité tout à l'heure et dans nos cultures à nous, le plaisir de la femme était important. Et d'ailleurs, un homme qui n'arrivait pas à donner du plaisir à sa femme n'était pas considéré comme un homme. Donc, les filles, il y a des choses à découvrir. Je participe à la vie de cette société depuis des années. On est dans toutes les luttes, le racisme, machin. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un jour exceptionnel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toi, parce qu'il y a les autres, parce qu'il y a tous ces jeunes qui sont là, qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de nous interpeller. Moi, je dis, ouf, moi maintenant, je peux me mettre derrière, je peux les écouter, je peux les suivre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est réussi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi pour moi, c'est exceptionnel? Parce que cette femme-là, c'est une Rwandaise. Hein? Moi, je suis une Congolaise. Hein? Mais vous savez ce qui se passe. Hein? Vous savez, hein? Je ne dois pas vous faire le dessin. Hein?
entre les Rwandais et les Burundais, elle est Tutsi, elle est Hutu, elle est toujours là en train de rassembler les gens. Et ça, je vous assure, l'ouverture aux autres, l'ouverture de manière critique. Elle est rwandaise, elle est congolaise, elle est ceci, elle est cela. Ah bon? Elle incarne tous les Rwandais? Elle incarne tous les Congolais? Non. Elle a demandé là-bas, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce qu'il faut absolument garder comme valeur, pour moi, c'est ça. C'est l'ouverture critique. Vous êtes ouvert aux autres, mais de manière critique. Vous prenez ce qui nous font avancer tous avec nos diversités. Eh bien moi, je remercie Marie-Pierre, je remercie Joël, je remercie Marie-Fidèle et Béatrice. C'est une vieille louve. Hein, et merci à vous tous pour le partage. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis levée tôt et puis j'ai dit Mais je voudrais d'abord adresser mes remerciements à vous toutes. D'abord, toutes les panélistes. Je trouve que vous avez vraiment brillé d'intelligence, d'humilité, de cœur ouvert. Vraiment, c'était vraiment un exercice très très difficile. Merci pour les mamans pour ce degré d'ouverture. Toutes ne seront pas capables de faire ça. Et je vous remercie de faire partie de ces mamans qui font aussi la différence. On a besoin de vous et merci d'exister. Merci au panel aussi de jeunes filles parce que j'ai pas choisi ce panel au hasard, elles savent toutes ce que je pense individuellement d'elles, je les trouve extrêmement inspirantes. Vraiment je vous remercie vraiment d'être là, je suis très très émue parce que vous imaginez pas cette idée de se dire que ok t'as une idée et puis que t'arrives à le concrétiser et ça se matérialise quoi. Et l'idée est folle et je suis heureuse qu'on ait réussi à faire ça. Je voulais faire en sorte qu'on crée surtout un espace qui se dégage de trucs d'intellectuels, etc. On aurait pu faire une conférence de ça. Et en fait je suis contente qu'on en a fait vraiment une table ronde qui est quelque part pour moi un espace de réparation. En tout cas moi je sens qu'il y a un truc de guérison qui s'est vraiment enclenché en moi et j'espère que pour vous aussi c'est le cas. Merci pour le public aussi qui s'est déplacé, merci le Parlement pour l'accueil parce que quand même on est dans un bel espace. Ma seule frustration, ma seule tristesse c'est que ma mère n'était pas là et en fait dans un projet j'ai dit mais en fait, en plus je fais ça aussi pour elle et je me suis dit mais elle n'est pas là quoi donc c'est pas grave. Elle est où? Ah, elle est au travail. Et même je n'ai même pas pris la peine de vraiment bien l'inviter etc. Je lui parle. Il y aura d'autres, elle sera là. Ok, et on y aura un réel. Et donc voilà, je voulais chaleureusement vous remercier pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet. Merci d'avoir soutenu et merci surtout d'avoir cru au concept sans savoir vraiment où on allait. Et voilà, je suis contente et j'espère vraiment l'univers choisira que ça se réitérera et qu'on se dira encore de plus belles choses. Merci à toutes et à tous.